Néanmoins, il y a là une forme de piège dans lequel Israël pourrait tomber, justement, d'une guerre longue, meurtrière. Est-ce que vous, aujourd'hui, il y a Tzahal qui enseigne Gaza. Qu'est-ce que vous ressentez à voir cette image ? Le Hamas a tendu un piège qui est bien connu dans l'histoire de la guerre. Je veux dire, il est parfaitement décrit par Machiavel dans Le Prince. Voilà. Et Israël est tombé dedans. La question est de savoir s'il pouvait faire autre chose que de tomber dedans. Et ça, c'est pas sûr. Dans d'autres circonstances, par exemple en 1972 à Munich, les Israéliens ont dit bien, dans les 4 ans qui viennent, tous les types qui ont tué des Israéliens seront morts. Ce qui a effectivement été le cas. Ils auraient pu faire peut-être la même chose pour dire tous les gens du Hamas qui ont monté ça seront morts d'ici 4 ans. Mais non, politiquement, ça n'était pas possible car le Hamas a franchi une ligne rouge absolue qui est celle de remettre en cause la fonction même d'Israël comme endroit protecteur des Juifs quoi qu'il arrive. Il a cassé le mythe de l'Israël invincible ou de la protection absolue des Juifs. Et on voit le traumatisme, on le sent pas toujours en France. Mais en Israël, je peux vous dire que le côté on n'a plus d'endroit où on est complètement protégé, ça, c'est dans toutes les conversations. Et donc il faut rétablir ça au prix de quelque chose qui va être très lourd, qui est l'explosion de l'antisémitisme dans le monde. C'est-à-dire que le rétablissement d'Israël dans sa posture d'invincibilité passe par le fait de taper sur les Gazaouis, sur les populations civiles, etc. Ce qui entraîne en contrepartie exactement ce que le Hamas cherche, c'est-à-dire une levée dans le monde contre Israël. Justement, vous dites au prix de cette levée, au prix de beaucoup de morts civiles, il faut quand même regarder aussi la frappe de Jabalia qui a enflammé le monde arabe, puisque pour tuer un commandant très haut placé du Hamas, il y a donc des dizaines de civils. Alors, le Hamas dit 195, c'est les seules données. On attendra de voir. Oui. Voilà, ce sont les seules données. En tout cas, est-ce que vous pensez que cette riposte est graduée ? Moi, je pense que, de toute façon, il y a des objectifs militaires et que si il y a des civils qui meurent, c'est aussi la faute du Hamas qui se cache parmi la population civile. Je veux dire, il pourrait très bien se battre différemment, le Hamas. Mais non, ils se mettent... Fondamentalement, ils veulent qu'il y ait un maximum de morts. Donc, un commandant, il va aller se mettre dans un camp au milieu de civils. Dans ce piège, qui a le plus tort ? Celui qui tend le piège ou celui qui tombe dedans ? C'est l'éternel problème. Personne ne peut trancher cette question qui est terrible. Mais aujourd'hui, pour obtenir ses objectifs militaires, Israël fait des morts civiles à l'évidence. Mais n'oubliez pas que le principe de proportionnalité, que on ressort évidemment, qui est un des 2 piliers du droit international humanitaire, cette proportionnalité, elle se juge en fonction de l'objectif militaire. C'est-à-dire que pour obtenir un objectif militaire, s'il faut tuer d'autres gens, le droit humanitaire le permet, mais en demandant que ce soit le minimum pour obtenir l'objectif militaire. Or, on ne saura jamais dans cette affaire si c'est le minimum ou pas. Il n'empêche, les Nations Unies, vous l'avez entendu, évoquent un risque de génocide, sous-entend qu'il y a une intentionnalité d'Israël, puisqu'elle sait ce que vous décrivez. Absolument. Elle sait parfaitement qu'il y a des civils qui sont cachés autour de la population. Elle ne l'ignore pas, et pourtant, elle bombarde. Et du coup... Et ces propos ont été repris ce matin sur la matinale de LCI, dans la bouche de Nathalie Boucli. On va l'écouter. Et nous, on appelle pour le moment à un cessez-le-feu humanitaire. Donc et il y a des pourparlers pour ceci. On voit aussi des camions humanitaires qui sont rentrés. C'est très peu. Nous en avons 277 qui sont entrés. Si on voit des efforts en ce moment qui peuvent, disons, améliorer la situation, alors on pourra voir comment la qualifier. Mais il est certain que si rien n'est fait, nous nous acheminons vers une catastrophe qui pourrait en effet amener à un génocide de la population. Pour le moment, je pense qu'il y a des tractations. Nous sommes en pourparlers pour une pause humanitaire. Éric Danon, ce mot de génocide, évidemment, est très fort. Est-ce qu'à votre avis, il frappe la conscience des Israéliens ou alors il y a trop de colère et de toute façon, c'est noyé ? Elle frappe la conscience de tout le monde et tout le monde a bien conscience du risque, y compris évidemment les Israéliens.
Mais encore une fois, vous êtes dans la guerre. Et, je veux dire, tout le monde à ce moment-là sort les grands mots. Crime contre l'humanité, crime de guerre, génocide. Ça n'a pas de sens. Il y a un droit de la guerre, Éric Danon. Il y a un droit de la guerre, Oui. mais bien entendu. Et quand on ne respecte pas le droit de la guerre... Et il faut regarder quelles sont toutes les violations du droit international humanitaire, bien entendu. Et on est dans ce qu'on appelle le brouillard de la guerre, c'est-à-dire le moment de l'affrontement maximum. C'est une guerre de haute intensité en milieu urbain. Évidemment que c'est horrible. Évidemment que je suis le premier à penser que il y a quelque chose d'un désastre dans cette manière de faire. Mais au bout du compte, vous avez quelque chose qui est la base. Israël ne peut plus vivre avec le Hamas à côté de lui. C'est fini. Le Hamas a franchi une ligne rouge. Quoi qu'il arrive, le Hamas ne sera pas à côté. Alors, encore une fois, on pourrait penser à plein d'autres solutions. Après tout, le Hamas, s'il se préoccupait des Palestiniens, ce qu'il n'a jamais fait, il n'a créé que leur malheur, il pourrait partir au Qatar, à Doha, en disant « Ok, pour sauver la population palestinienne, on s'en va ». Ben non, il ne va pas le faire. Il va se mettre au milieu de la population palestinienne. Vous voulez nous avoir ? Eh bien, vous allez devoir tuer énormément de monde. Et autrement, vous nous aurez toujours à côté de nous. Donc, n'inversons pas les choses. Dans cette affaire, ce que le Hamas a fait sort du cadre habituel même de la guerre. Ce sont les premiers à être sortis de la guerre par l'inhumanité dans laquelle il s'est placé de lui-même. La réplique, aujourd'hui, d'Israël est très forte et c'est le piège dans lequel exactement le Hamas voulait le faire tomber. D'ailleurs, Et les otages. il faut une petite spécificité parce que le mot génocide est balancé partout, voilà, à tout bout de champ, alors qu'il faut tout de même rappeler qu'il y a l'aspect de l'intentionnalité dans le génocide, qui est très difficile à prouver. Intentionnalité de détruire une ethnie ou un groupe sur un territoire. Donc ça, c'est compliqué. Et pour l'instant, il est un peu utilisé par tout le monde comme si c'était un mot normal, alors que c'est un mot extrêmement fort pour la Cour pénale internationale. Les otages, Bien Éric sûr. Danon, dans cette affaire, Oui. on n'en a même pas parlé. Il y a 240 otages. Oui. Israël prend le risque de ne pas les retrouver vivants. C'est peut-être la première fois, je sais que je suis ce conflit depuis longtemps, que je sens une détermination des Israéliens à en finir avec le Hamas. Je ne dis pas à tout prix par rapport aux otages. Ils sont en pleine négociation, ils essayent de faire des choses, etc. Ce qui montre, quelque part, l'ambiguïté bien connue du rôle du Qatar, qui est à la fois celui qui a financé le Hamas, qui, grâce à cela, eh ben, on a eu un Hamas et une bande de Gaza relativement calme, grâce à l'argent du Qatar, et qui, évidemment, maintenant est appelé à la rescousse dans la libération des otages et en même temps a les principaux chefs du Hamas sur son territoire, etc. Donc il y a une ambiguïté. Encore une fois, la guerre va créer au bout du compte une nouvelle situation. Personne ne sait comment on va sortir de la guerre. Personne ne peut dire c'est quoi Israël-Gaza dans une semaine.